il faut tourner un tout petit peu la perspective dans un autre sens. C'est que 75% de fréquence cardiaque maximale, moi j'aime bien le promouvoir parce que c'est un peu la valeur refuge, la valeur centrale qui va regrouper un peu tout le monde et qui nous assure que c'est assez lent. L'important, c'est la quête. Si jamais vous débutez et que pour vous 75%, ça reste inaccessible, c'est pas bien grave. En revanche, ce qui est grave, c'est si vous n'avez, enfin, justement, c'est de jeter l'éponge. Ce qui est grave, c'est de dire, non, mon cœur monte trop vite, je suis exceptionnel, je rentre pas dans le moule et donc je vais en faire qu'à ma sauce. Non. Ça me dérange pas si vous vous dites, OK, je vais faire en sorte de faire du mieux que je peux et je vais faire en sorte de courir le plus lentement possible avec ma capacité du jour. Tiens Nico, tu vas me dire, toi qui as commencé à courir au millénaire précédent, c'est comment de courir sans cardio ? J'ai commencé en 2004, monsieur. Mais il n'y avait pas de cardio à l'époque, c'est vrai. C'était uniquement le chrono. Et en vrai, c'était cool, mais je suis sûr qu'on faisait plein de petites conneries quand même parce que on n'avait aucune idée de ce que c'était l'endurance fondamentale, par exemple, à l'époque. L'insouciance. Tu penses qu'il y a des notions d'entraînement qui sont apparues avec l'apparition de nouveaux outils ? Parce que c'était déjà utilisé dans le haut niveau, etc., cette méthodologie d'entraînement. Je pense que c'était méconnu des coureurs amateurs, mais tu avais quand même ton coach qui te disait hey, allez pas trop vite sur les footings. Mais ça se résumait à ça, et du coup, la subjectivité absolue fait que ouais, t'inquiète. Ça me parle, on connaît la subjectivité des coureurs. Et justement, ça tombe bien parce que dans cet épisode du Campus Talk, Nico, nous allons parler fréquence cardiaque, comment la décrypter, quels sont les pièges dans lesquels on tombe trop souvent et quelles sont les astuces qu'on n'utilise pas assez. L'idée, c'est que nous allons aider à décrypter tous les secrets de la fréquence cardiaque à nos petits campusiens pour l'utiliser à son plein potentiel et pour aider à optimiser les préparations campus ou les préparations que les gens suivent de leur côté. Ça me va très bien. Parfait. Et avant de commencer, on va se chauffer un petit peu, on va y aller tranquille. C'est comme un Campus Talk, on se connaît. Bah oui, et puis tu fais bien de dire chauffer parce que là, cette fois-ci, nous ne le faisons pas en live. Donc, on laissera les gens nous le dire, mais on n'a pas cette opportunité pour septembre. Donc, tu fais bien de parler de chauffe. Et excuse-moi, je t'ai coupé pour ça. Ouais. Pourquoi on sera pas là en live en septembre ? Parce que Tristan sera en France, je serai de retour au Québec. On aurait pu revenir à un Campus Talk à l'ancienne. Revival. Mais bon, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble en face. Et pour commencer, pour se chauffer un peu, je t'ai prévu un petit quiz où, avant de rentrer dans les vrais détails du cardio, tu vas juste me répondre par oui ou par non à des questions. Et voilà, ça va un petit peu aiguiser, je pense, l'appétit de tout le monde. Peut-être le tien aussi, parce que tu auras envie de répondre plus que oui ou non, mais c'est interdit. Tu as 2 mots autorisés. Et c'est parti. Plus ma fréquence cardiaque est basse au repos, mieux c'est. Non. Ma fréquence cardiaque a baissé sur mes fractionnés pour une même vitesse. Est-ce que c'est bon signe ? Ah, non plus. Pas beaucoup de oui pour l'instant. Ça commence mal. Utilises-tu la fréquence cardiaque pour monitorer ton entraînement ? Oui. Est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque mesurée par des montres ou objets connectés comme le Whoop, Oura ou autres accessoires connectés, est-ce que c'est fiable pour adapter son entraînement ? Ou autre truc cher qui sert à rien ? Non. On avait compris avant le nom où ça partait tout ça. Est-ce que 220 moins l'âge, c'est une super astuce pour connaître sa FC max ? Non plus. Ah là. C'est vrai que c'est que des questions que je réponds non. On va peut-être avoir du oui là. Est-ce que les zones d'entraînement cardiaque sur ma montre sont précises ? Bah non plus. Toujours pas. Et est-ce que certaines personnes peuvent courir leur endurance fondamentale à 85% de leur FC max parce qu'ils ont le cœur qui monte vite ? Je vais être joueur, je vais dire oui. Oh, on va avoir une réponse pendant le Campus Talk, j'imagine. On va aller sur tout ça en détail. En tout cas, ça nous donne la couleur. Il y a eu beaucoup de sujets où je pense que vous auriez peut-être répondu oui, peut-être. Tristan, il a dit non. Et on va creuser tout ça. J'ai dit oui en partie parce que j'ai dit non à tout le reste et que ça aurait été, presque mal poli de dire non à celui-là aussi. L'idée, j'ai séparé cette thématique en plusieurs petites sous-parties. On va parler d'abord FC max en tant que tel, on va parler fréquence de repos, on va parler fréquence sur les fractionnés, fréquence sur les fréquences cardiaques, sur les endurances fondamentales, fréquence cardiaque en course, variabilité de fréquence cardiaque, tout ça dans des sous-parties bien distinctes, histoire que on ponce le sujet de façon exhaustive pour que cette vidéo serve un peu de référence si jamais les gens ils veulent y retourner. Ça te va ? On part sur la fréquence cardiaque maximale d'abord. Ouais. C'est un peu le plus haut, le Saint Graal, donc une fois qu'on est parti de ça, après on peut décliner. Ok, et du coup on va commencer par
si vous cherchez à propos de la fréquence cardiaque maximale sur Internet, bon, de moins en moins parce que la bonne parole se répand, mais vous tombez justement sur cette fameuse formule 220-âge qui vous donnerait votre FCM. Tristan a dit non, c'est pas une bonne formule. Bah, moi, j'ai envie de te dire, ça marche pour moi, mon petit Tristan. C'est vrai, tu rentres pile dedans? Bah ouais, je suis à 184, enfin, à 1 ou 2 battements par minute près, on est quand même assez proche. Et bah, si ça marche pour moi, j'ai envie de dire, ça marche pour tout le monde. D'accord, je me demandais où est-ce que ça allait avec ça. Oui, le fameux, un exemple qui devient une généralité. Bah, la réalité, ce qu'il faut dire de ça, c'est oui, ça correspond sûrement à pas mal d'entre vous, parce que cette formule-là, elle n'est pas sortie non plus du chapeau totalement. C'est une étude statistique qui montre que bah, c'est le truc qui ressemblait le plus à la réalité en moyenne. Parce que nous sommes tous différents et en moyenne, peut-être qu'il y a le plus de gens dans la population globale où ça répond, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas de 100% des répondants. Il me semble que dans l'étude, c'est 220 moins l'âge, plus ou moins 10 ou 15. Donc t'as un râteau de 30-40 BPM pour faire rentrer tout le monde. On y vient. Enfin, 30 ou 20. Quand on fait ce genre d'études, on a une courbe qui fait une belle bosse au milieu avec la moyenne. Mais il y a quand même plein de gens qui sont sur les côtés et il y en a qui s'éloignent énormément. Et autant vous dire que si vous êtes à 15 battements par minute d'écart avec la formule, elle va pas vous servir à grand chose. J'ai une question. Quand est-ce que tu as eu ton premier capteur de fréquence cardiaque? Moi, je dirais de 2012-2013, à l'époque où la petite Garmin 220, là, à cette époque-là. Ok. Et est-ce que tu avais testé ta fréquence cardiaque maximale à l'époque ou tu avais utilisé 220 moins l'âge? Je ne l'avais pas testé parce que je ne l'utilisais pas. Spoil un peu la suite. Mais ouais, je pense que je l'ai eu sur des séances ou sur une course. Je sais qu'à cette époque-là, j'avais relevé du 192. Okay. Et je m'étais dit, j'ai vu ça, c'est bon, c'est la valeur. Ça peut être une méthode. Et tout en sachant que les capteurs de fréquence cardiaque à l'époque étaient peut-être pas... Non, la ceinture, remarque, tu me diras. La ceinture, ça n'a jamais trop évolué. Enfin, la techno est fiable, connue. Et du coup, tout de suite, tout le monde... D'ailleurs, il n'y avait que ça à l'époque. Il n'y avait pas de questions à se poser. Tout le monde avait une ceinture. Ok. Je te dis ça parce que tendanciellement, alors évidemment, la fréquence cardiaque maximale diminue avec l'âge. Mais je trouve que moins battements par minute par an, c'est beaucoup. Ah ouais, totalement. C'est-à-dire que sur une dizaine, une quinzaine d'années, qu'un athlète fasse moins 4, moins 5, j'ai déjà vu. Mais de là à faire moins 15, j'ai jamais observé ça. Donc tout ça, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que là où je voulais en venir, c'est aujourd'hui, le 220 moins l'âge fonctionne sur toi. Mais il y a 10 ans, est-ce que ça fonctionnait? Typiquement, moi, ça marchait pas il y a 8 ans. Mais peut-être que dans 5, si ma fréquence cardiaque descend pas trop, ça va matcher. Non, mais tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai l'historique. Je cours depuis longtemps. Et le 192, il est vraiment d'une fiabilité. Je l'ai vu sur une courbe, j'ai décidé que c'était ça. Le moment où j'ai commencé à avoir vraiment une valeur fiable, c'est peut-être plutôt 2016, à l'époque où j'ai commencé à faire du contenu un peu sérieusement. Et là, il était assez proche d'aujourd'hui, en fait. Je dirais de mémoire 187 et aujourd'hui, je suis plutôt à 184. Et je pense qu'en 10 ans, j'ai peut-être perdu 2-3 battements, quoi. Ouais. Donc, c'est pas un par an, c'est pas un truc linéaire. C'est ça. C'est juste pour que les gens se rendent compte. C'est aussi ce que j'ai observé. Donc, on ferait pas des exemples, des généralités. Mais typiquement, moi aussi, je pense en 8 ans, c'est moins 1 ou 2 battements. Le premier lien que j'ai envie de faire avec l'entraînement, c'est la notion de fréquence cardiaque et l'utilisation un tout petit peu. Parce que souvent, on parle de « Ok, entraînez-vous à X% de fréquence cardiaque maximale, etc. » Et ça peut être un tout petit peu mal compris. Puisqu'on va en reparler dans la partie fractionnée, je vais pas trop m'étendre. En revanche, j'ai envie de donner une notion hyper clé vis-à-vis de la fréquence cardiaque maximale. C'est à partir de quand est-ce qu'à l'effort, j'atteins la fréquence cardiaque maximale? On peut déjà donner à l'entraînement un premier, comment on appelle ça, une première vulgarisation. On peut dire en gros, à partir de votre allure 5 km et plus vite, pour vraiment grossir les traits pour que tout le monde comprenne, si vous allez sur un effort maximal jusqu'à l'échec, vous finirez normalement à fréquence cardiaque maximale. Sur un 1500 mètres, vous finirez à fréquence cardiaque maximale. Sur un 3000 mètres, vous finirez à fréquence cardiaque maximale. Et sur des efforts plus lents, 10 km, semi-marathon, c'est pas le cas. Donc là, c'est comme si en fait ça monte jusqu'à un moment où ça va plafonner. Et une fois qu'on a FC max, tout ce qui est plus rapide, en gros, ça maximise. Ce qui veut dire que la fréquence cardiaque maximale, en général, quand on s'en approche
ou qu'on l'atteint, il nous reste pas 2 heures d'effort avant de avant de cramer. Donc l'idée c'est de dire voilà, C'est comme un c'est une signe bonne que le limite. moteur est à fond là. Donc, Ouais. Et ça tombe bien parce que typiquement un des mais les mots c'est difficile aujourd'hui. Un des mythes qu'il y a vis-à-vis de l'entraînement et particulièrement à VMA, c'est de dire bah mon but c'est d'atteindre FC max. En réalité sur un entraînement VMA, hormis sur les séances très très dures, on essaie de pas reproduire trop souvent à l'entraînement, on est plus à au-dessus de 92-95% d'FC max, 90% de fréquence cardiaque de réserve, on expliquera après ce que c'est, que de FC max. Et ça va dériver petit à petit. Et la notion de dérive, elle est hyper importante. C'est on commence à une fréquence cardiaque sur le premier intervalle, et sur le deuxième, on est un peu plus haut, et sur le troisième, on est un peu plus haut. Et ça, c'est typiquement ce qu'on va retrouver sur des entraînements type seuil 30, type allure 5 km et plus rapide. Après, il y a des spécificités là-dessus. Que typiquement, si je prends mon exemple, si je suis pas en forme, ok, je vais pouvoir atteindre ma fréquence cardiaque maximale assez facilement, entre guillemets, mais sur des efforts comme ça, oui. Mais dès que j'ai un certain niveau de forme, plus jamais j'y touche en fait. Alors, soit ma fréquence cardiaque maximale baisse d'un coup de 5 battements par minute, mais typiquement, les 180, je ne les touche quasiment plus jamais une fois que je suis avec un certain niveau de forme, parce que c'est pas mon facteur limitant. Et en fait, je veux pas dire que mon cœur est en promenade, c'est pas le cas, mais c'est pas lui, il a pas besoin d'être à fond versus d'autres éléments de ma physiologie. À l'entraînement, tu parles. Ouais. Parce que du coup, je suis quasiment sûr que sur un effort sur continu, une course, tu l'atteindrais. Si je vais sur un exemple de la dernière fois que j'ai fait un test, moi je testais le test VMA où tu fais un 3 minutes et un 9 minutes ou un truc comme ça. Bon, voilà, autant te dire que sur le 9 minutes, où tu as fait un 3 minutes de pré-fatigue en plus avant, tu fais le 9 minutes, là au bout de 3-4 minutes, ça a plafonné et ça a touché la FC Max pendant 6 minutes derrière. Je sais que je suis capable d'aller la chercher, mais il faut juste des trucs très spécifiques pour aller la trouver. Et ça peut correspondre à d'autres personnes qui peuvent aussi sous-estimer leur FC Max parce qu'ils pensent, on leur a dit si tu fais de la VMA, tu vas la toucher forcément. Enfin, pas forcément une science exacte. Ouais. C'est pour ça que typiquement on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des fractionnés, mais c'est un peu la limite des pourcentages de fréquence cardiaque maximale, parce que quand on les applique à l'entraînement, comment est-ce que tu essayes de, surtout sur les intensités rapides, sur des allures marathon, à la limite ça fonctionne plutôt bien, même s'il va y avoir une variation avec les allures de course, mais comment est-ce que tu planifies le fait que sur ton premier tu vas être à 160 BPM, puis sur le deuxième 173, puis sur le troisième 174, c'est un petit peu compliqué sur ça. Donc voilà, la notion de dérive, on en a parlé. Donc typiquement sur un 5 km, vous allez commencer à un niveau, ça va dériver, ça va atteindre un maximum, et puis là, faut tenir jusqu'à ce que ça tienne plus, grosso modo. Tout à l'heure, j'ai utilisé la notion de fréquence cardiaque de réserve, juste une toute petite définition. Je pense pas qu'on ait l'occasion d'en reparler, mais au moins vous l'aurez. C'est de dire qu'en gros, il y a une différence entre la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque de repos, qui nous fait une plage de battements, et on applique le pourcentage à cette plage-là. Donc quand on dit 70% de fréquence cardiaque maximale, on prend le 0, le maximal, et on prend 70% de ça. Quand on dit fréquence cardiaque de réserve, on prend la fréquence cardiaque maximale, la fréquence de repos, et on prend 70% de la différence entre les deux. Donc on n'arrive pas au même endroit. Et justement, on parle de fréquence de repos, Nico, à la suite de la fréquence cardiaque max. Je pense que c'est la deuxième notion à discuter. Avant d'aller là-dessus, il y a un élément qu'on n'a pas rappelé, même si on l'a déjà dit pas mal de fois ailleurs. On a parlé de la ceinture qui est un peu le standard pour bien mesurer la fréquence cardiaque. Celui qu'on essaye de vous vendre comme le standard parce qu'il est inclus dans votre montre et c'est très cool, malheureusement, alors ça veut pas dire que ça ne marche jamais. Ça marche à certains moments, mais en termes de fiabilité, c'est pas exceptionnel. Ça dépend des profils, ça dépend de la saison, ça dépend de comment vous mettez votre montre, de votre bronzage, votre pilosité. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire dévier de la réalité. Grosso modo, on peut pas vous dire pour vous spécifiquement si ça marche ou pas, mais en moyenne, essayez de pas trop faire confiance à ça. Achetez plutôt soit une ceinture ou un brassard cardiaque qui pour le coup est un peu plus haut, dans une zone un peu moins compliquée pour mesurer et enfin moi, à mon expérience, marche aussi bien qu'une ceinture. Un petit lag peut-être d'1 ou 2 secondes, mais qui est pas préjudiciable là-dessus. Ouais, si on rentre dans les détails, grosso modo, la ceinture, ça fonctionne par un flux électrique, donc c'est pour ça que c'est le plus précis. Et le brassard et encore plus le bracelet, ça fonctionne par capteur optique. Et l'idée, c'est que plus on se rapproche du cœur,
plus on peut choper un signal fort. Ouais. Tu m'as parlé de montre. En vrai, j'ai envie, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent en rediff, en podcast, disponible sur Spotify, 5 étoiles. C'est de parler quand même des zones de fréquence cardiaque sur la montre. On en a parlé dans la question juste avant. Je pense que il faut sortir ça de sous le tapis dès le début. Est-ce que c'est fiable? La réponse, par conséquent, c'est non. Et pourquoi? Pour toutes ces raisons-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça dérive pas, ça arrive à fréquence cardiaque maximale, ça arrive pas à fréquence cardiaque maximale. Mais en fait, c'est toutes ces variations autour de la fréquence cardiaque qui nous a fait, avec Campus, fixer l'entraînement principalement selon la vitesse. Parce qu'en fait, l'entraînement, il va plus dépendre de est-ce que c'est une séance que est-ce que c'est une vitesse que je suis capable de tenir 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, ou est-ce que c'est une vitesse que je suis pas capable de tenir? Et c'est on appelle du coup la notion de vitesse limite. Ok, cette vitesse, je suis capable de la faire 30 minutes, donc l'entraînement que je vais être capable de faire va ressembler à peu près à ça. Il y a des petites variations avec les gens, c'est pour ça que souvent, c'est pour ça que la vitesse du repos, on le laisse libre. Comme ça, les gens peuvent adapter aussi un tout petit peu en fonction d'eux. Il y en a qui vont faire un repos plus ou moins actif que d'autres. Mais grosso modo, si tu le lis à la vitesse limite, l'entraînement, il ressemble à quelque chose. Si tu le lis à la fréquence cardiaque, 90% pour quelqu'un, ça va pas être 90% de fréquence cardiaque maximale pour un autre. Ouais. Et c'est là où, pour, on va dire, tu prends la vitesse limite 60 minutes, le seuil 60. Pour tout le monde, c'est la vitesse que je peux tenir 60 minutes. Et la fréquence cardiaque va varier. Si tu dis, ok, tout le monde est à 90% de fréquence cardiaque maximale, et je pense que tu l'as réalisé peut-être à l'entraînement, s'il y a un moment tu t'entraînes à la fréquence cardiaque, là, il y a des gens qui sont capables de tenir ça 30 minutes, il y en a qui sont capables de tenir ça 1 heure, et tu fais pas le même entraînement à seuil 30 qu'au seuil 60. Clairement. Je faisais un petit calcul live parce que typiquement, tu prends 90%. Alors, ok, j'étais trop haut, mais sur mon dernier marathon, j'ai quand même tenu ça pendant quasiment 1h30. Oui, j'ai pris un peu bas. Non, mais même, et pour certains, un 90%, ça va être dur de le tenir sur 1 heure. C'est pas une science exacte, encore une fois, et le cœur est un facteur plus ou moins limitant. Il n'y a pas que ça qui compte. Donc, le corps, c'est pas une machine où on peut dire isoler chacun de ses paramètres et dire ok, c'est comme ça. Et puis en plus, c'est comme ça pour tout le monde. Et du coup, si tu veux être fiable là-dessus, tu prends une fourchette. Mais en fait, si tu veux être vraiment fiable, tu prends un râteau et tu te retrouves à démerde-toi entre 85 et 90%. Ce qui fait souvent 10 battements par minute d'écart. Et en fait, ça veut tout et rien dire, 10 battements d'écart, en fait. Autant 10 battements d'écart, ça veut tout et rien dire, ça je suis 100% d'accord. Surtout que, on en reparlera, mais ça se modifie avec plein de facteurs environnementaux. Mais autant être à plus 1, plus 2, plus 3 battements, en fait, ça fait pas une grande différence. Je pense que les gens aussi, ils nous le diront encore une fois, pensent qu'il y a un moment de bascule où si on est 2 BPM au-dessus, ça devient catastrophique. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu peux être 2 battements par minute au-dessus parce que t'es super excité par la séance et t'as trop envie de la faire et t'es avec les potes et tu te fais des blagues sur la récup. Il y a qu'à voir la fréquence cardiaque qu'on a sur une ligne de départ. Ton cardio, il est à 120. Toi, t'es comme ça, debout, tu fais rien. Bon, ça montre bien que le cœur, il réagit et au départ d'une course, le pistolet, l'euphorie. Enfin, il y a plein de choses qui font que si tu commences à dire « Oh, mon cardio, il est différent à l'entraînement », ouais, tu peux flipper pour un truc qui est juste t'inquiète, c'est pas un problème. Juste si tu es 5-6 battements au-dessus pendant 10 bornes, pose-toi la question. Parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Parfait. On revient sur la fréquence cardiaque de repos ? Ouais. Moi, c'est un de mes... Perso, je sais pas toi, mais c'est un de mes indicateurs préférés. Pareil. Alors, d'ailleurs, attends, excuse-moi, fréquence cardiaque maximale. Je vois qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est hyper important. Tout à l'heure, j'ai parlé, est-ce que tu l'as testé ? Il faut quand même donner le test aux gens parce que autant, on va dire, dans les entraînements, on les utilise pas, autant quand même, ça permet d'avoir une certaine valeur absolue. Et ensuite, comme ça te permet de te positionner. Pour la tester, très très simple. Vous l'aurez compris, pour arriver à FC Max, il faut faire un effort maximal assez court. Le demi Cooper, très bon test pour le tester. Comme ça, vous testez votre temps limite sur 6 minutes et vous testez votre FC Max au passage. Normalement, sur un demi Cooper, donc 6 minutes à fond, bien effectué, on atteint FC Max et on utilise et on a sa vitesse limite 6 minutes qui peut être apparentée à la VMA sur les séances campus. Là, c'est vraiment une pierre deux coups, gros gain. Ouais, 2 choses là-dessus.
hyper intéressant. En fait, ça va vous... Si vous êtes curieux de connaître votre FC Max, très intéressant. Et ça va vous donner une vraie valeur intéressante pour Campus qui va permettre d'adapter encore plus votre entraînement. Donc, n'hésitez pas. Par contre, point important, si vous faites ce test demi-Cooper, 6 minutes, faites un bon échauffement suffisamment long, faites des accélérations, en fait, si vous voulez que votre test soit efficace sur 6 minutes, faut vraiment être très très chaud au moment où vous démarrez, parce que sinon votre corps, vous partez à fond, il va pas y arriver, quoi. Plusieurs lignes droites, un bon 200-300 mètres à vitesse cible. Voilà. C'est ça bien. Ok, on passe cette fois-ci à la fréquence. C'est la troisième fois qu'on parle de FC Repos. Allez, c'est la bonne. Donc ouais, tu me disais, c'est ta fréquence, c'est ta donnée préférée. Ouais. En fait, c'est celle que je regarde un petit peu. Alors pas au jour le jour, ça peut varier un petit peu, mais en moyenne sur 7 jours à peu près pour voir où est-ce que j'en suis en termes de forme et s'il y a des anomalies aussi. En fait, je vais donner plusieurs exemples, mais juste avant Amsterdam, quand j'étais au top de ma forme début octobre, je pense que j'étais entre 37 et 38 de FC Repos. Bon là, j'étais hyper affûté en méga forme et c'était à peu près constant tous les jours. Mi-mars, février-mars, quand j'étais beaucoup moins en forme, là, ma normale, c'était à peu près 45. Donc c'est toujours bas, hein, parce que j'ai un historique d'endurance, mais ça a pris quand même 8 BPM, ce qui montre quand même l'effet qu'a l'entraînement sur des indicateurs comme ça. Et là, aujourd'hui, où je suis dans un entraînement correct, mais sans plus, je suis autour de 40-41. Donc, ouais, c'est très corrélé. En février, ça allait pas du tout, là. En février, c'était l'époque où j'arrêtais tout et où j'arrêtais la course à pied, quoi. Ok. Mais y a ça. Donc pour moi, c'est un indicateur à suivre un petit peu. S'il va baisser progressivement avec l'entraînement, c'est plutôt bon signe. C'est que c'est que le niveau de forme augmente. S'il augmente d'une manière assez abrupte d'un coup, il peut y avoir, faut se poser la question de ce qui s'est passé la veille. Ou est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que j'ai bu un peu d'alcool? Vous pouvez voir que ça l'a fait beaucoup bouger. Est-ce que je suis malade? Souvent, la FC Repos, elle donne un indicateur on se sent peut-être pas super bien, mais on se sent pas encore foncièrement malade, mais tu vois le truc qui spike un peu, même de 4-5 battements, et le lendemain, t'es à plus 10 ou plus 15 en général. Enfin bref, ça donne plein de petites indications comme ça au quotidien. Ouais, je suis assez d'accord. Ça aussi, c'est une des infos qu'on peut suivre assez facilement. Et puis, surtout quand il n'y a pas besoin de calcul, il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Oui. En fait, suffit juste d'avoir une montre. Et puis même le matin, si on peut la récupérer. Aujourd'hui, elles sont récupérées automatiquement. C'est quand même assez agréable. Si on utilise des applications comme, qu'importe Nolio, TrainingPeaks ou machin, on peut, ou directement sur la montre peut-être. Tu fais rien, tu as juste à la porter la nuit. Et l'avantage, tu vois, quand je te dis ma moyenne 7 jours, c'est 40, en fait, j'ai pas besoin, je le réfléchis pas, je le vois le matin. Ce matin, c'était 39, les autres, c'était 40. J'ai un petit 42 qui traîne. En fait, on est dans une zone qui est très restreinte en général. Ouais. Et tu l'as très bien dit, donc je vais paraphraser juste pour être sûr que les gens qui courent, qui nous écoutent, puissent avoir l'information, parce que peut-être qu'ils l'ont raté la première fois. Mais en gros, quand la condition physique, elle augmente, la fréquence cardiaque de repos va baisser, jusqu'à souvent, quand on est en forme, elle va stagner. Et à partir de là, soit elle va continuer à diminuer très 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 lentement. Voilà, faut vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois pour perdre un battement par minute, en parallèle que la condition physique va augmenter. Mais s'il y a des variations à la hausse ou à la baisse plutôt brusques, ne serait-ce qu'un moins 3 BPM ou un plus 5, c'est quelque chose est anormal. Et ce anormal, soit on en a conscience, tu l'as dit, alcool, fête, peu dormi, ce que tu veux, stress, important. Soit on le sait pas encore, parce qu'il y a une petite maladie qui pointe le bout de son nez et qui va venir nous chatouiller. Il y a un élément là-dessus que je trouve intéressant aussi sur la FC Repos et que j'ai perdu, donc j'ai essayé de faire une belle phrase pour le retrouver. Voilà. On en restera nickel. Là, ça me reviendra peut-être plus tard. Écoute, il y a encore pas mal de petites parties, si jamais... On n'est pas live, mais on fait comme si on était live. On change pas le format. Bien sûr. Donc, on a parlé de fréquence cardiaque maximale. On a dit ce que c'était, on a dit comment la tester. J'ai parlé de l'entraînement. On a parlé de la fréquence cardiaque de repos. On a dit comment la tester. Je me rappelle, du coup. Oui. Non, je voulais donner en fait, j'ai donné mes chiffres à moi où souvent les gens sont dans la comparaison. Ils disent, oh là là, c'est bas. Et puis le mien, il est pas aussi bas. Alors, c'est très individuel. Plus t'es entraîné en endurance, plus ça a tendance à être bas parce que c'est quand même le cœur est un muscle et en fait plus tu l'utilises, plus tu le renforces, moins il a besoin de battre pour
pomper la même quantité de sang. Mhm. Bref. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est aussi comparez-vous aux sédentaires, où là, on parle de 40. Si vous êtes à 50, 55, 60, c'est des valeurs de gens actifs. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont à 80 en fait au repos. Vous, à 80, vous êtes en train d'aller chercher votre pain et vous êtes déjà en activité. Et dans tous les cas, c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est pas, tu peux être en forme et ne pas descendre en dessous de 55 et c'est pas forcément un problème, quoi. Ouais, tu fais très bien de le souligner. Les différences qui sont à observer, elles sont intra-individuelles, donc nous et nous-mêmes, mais elles n'ont pas lieu d'être inter-individuelles. Mm. Donc un 55 de fréquence cardiaque de repos chez l'un veut peut-être dire une bien meilleure condition physique qu'un 48 chez un autre, et il n'y a pas de valeur absolue. C'est pas plus c'est bas, mieux c'est de façon absolue. C'est plus c'est bas, plus ça peut Par mieux rapport être à toi. par rapport à soi-même. Ouais. Ouais. Tu fais très bien de le souligner. Je pense que maintenant qu'on a les notions un peu de base, on va dire, on peut rentrer un peu dans le dur. Comment est-ce que maintenant on utilise ces données-là dans son entraînement et dans ses préparations concrètement pour essayer d'optimiser un peu tout ça. Et on parle du fractionné ou on parle de l'endurance fondamentale en premier? On va aller sur le fractionné, là, on va bourriner un petit peu. Ok. Donc déjà, on peut rappeler que sur campus, donc nous, on utilise la vitesse, on l'a dit, Ouais. en priorité numéro 1 vis-à-vis de la fréquence cardiaque maximale. Et en pourcentage, on l'a expliqué brièvement pourquoi. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter un peu sur cette différence-là? On l'a dit, mais je peux encore donner un petit peu des exemples. On l'utilise en parallèle de la vitesse si on se connaît suffisamment. En fait, par défaut sur campus, on vous dit basez-vous sur la vitesse parce que ça, c'est le truc un peu normé qu'on est capable de mesurer nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que si vous vous connaissez pas en termes de fréquence cardiaque, vous pouvez pas aussi regarder ça et faire un petit peu vos petits calculs internes de savoir si vous êtes dans la bonne zone. Je prends mon exemple. Je sais dans quelle zone de fréquence cardiaque je vais être au niveau, et quand je dis zone, c'est très resserré, quand je fais du seuil. Je sais que je vais être entre 170 et 175, et typiquement, je sais que sur mes courses qui se courent autour du seuil ou un tout petit peu en dessous, je tape du 172-173 pendant 21 km. Ça, c'est des trucs que j'ai en tête, que j'ai vérifié plusieurs fois. Donc, c'est quand même relativement fiable pour moi, même si ça date d'il y a 5 ans, c'est plus tout aussi valable aujourd'hui, mais vous savez en fait qu'avec l'expérience, vous avez des points de données que vous allez pouvoir avoir en tête. Et du coup, ça peut vous servir à vous dire si vous êtes 5 au-dessus ou 5 en dessous, à savoir si vous êtes potentiellement dans une mauvaise journée, dans une bonne journée, et d'ajuster un petit peu ça, quoi. Ouais. Mais justement, le but, c'est de se créer un référentiel et d'avoir le maximum de repères pour que l'entraînement se passe bien. Donc la vitesse, on va dire, ça va être notre driver principal. Mais tout seul, si par exemple un truc se passe mal, pourquoi est-ce que ça se passe mal? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas en forme ou est-ce que c'est l'entraînement qui était trop difficile? Et c'est le troisième facteur. On a la vitesse, on a le ressenti, et c'est la fréquence cardiaque qui est un indicateur interne qui va pouvoir nous renseigner. Typiquement, on peut le dire aux gens, si on est fatigué, pour tout un tas de raisons, très souvent la fréquence cardiaque va pas réussir à monter. Donc si par exemple, tu as construit ton référentiel comme tu l'as expliqué, et que sur un entraînement de seuil 60, tu as l'habitude de monter à, j'en sais rien, 167, si aujourd'hui tu n'arrives pas à monter au-dessus de 160 et que c'est quand même dur, c'est que tu as un petit indice à analyser et te dire est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que au boulot j'ai un stress? Est-ce que j'en sais rien? Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut. Est-ce que j'ai mal mangé? Typiquement les derniers jours, c'est ça qu'il faut analyser parce que de la même manière que la fréquence cardiaque de repos, plus elle est basse, mieux c'est, sauf quand c'est pas le cas. On peut dire que c'est la même chose, c'est-à-dire la fréquence cardiaque sur un intervalle à une même vitesse, par exemple à mon seuil 60, d'habitude, je suis à 167. Ok, et par exemple aujourd'hui, c'est 4 minutes au kilomètre. Dans un an, si à 167, je suis à 3,50, j'ai progressé. Si je suis à 3,35, j'ai progressé. Ce qui est d'ailleurs un des éléments de pourquoi est-ce qu'on aime bien la vitesse, parce que c'est très factuel, très objectif, on se sent progresser. Alors qu'en parallèle, si tu dis cours à 70%, à 90% de fréquence cardiaque maximale, si t'as pas de feedback de vitesse, tu fais tout le temps la même séance. Où est-ce que j'allais avec ça? Oui, ok. Du coup, sur le long terme, tu te sens progresser parce que tes vitesses diminuent à une fréquence cardiaque donnée. Mais c'est-à-dire que dans un an, si je cours à 4 minutes au kilomètre, ma fréquence cardiaque sera plus basse si j'ai progressé forcément. Ouais.
Donc on peut vite être amené à se dire, à une même vitesse, si ma fréquence cardiaque diminue, c'est bon signe. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis du stress et de la fatigue, c'est que c'est bon signe, sauf quand c'est pas bon signe. Moi, j'ai un exemple. Enfin, on revient encore sur cette dernière prépa marathon. Mon 2h30, 2h40, je sais plus. Là, la dernière sortie longue, autant elle s'est bien passée en termes de vitesse, autant j'avais les signaux qu'il était temps que la prépa elle s'arrête. Parce que sur cette sortie-là, qui était pas simple, j'étais 4-5 battements en dessous de ma fréquence cardiaque marathon habituelle. Et du coup, elle est passée la séance, très bien. Mais ça, c'était quand même, quand tu regardes a posteriori, bon là, va falloir vraiment ralentir le truc, sinon peut-être que dans une séance, ça passe pas. C'est des petits signaux aussi c'est pas forcément, il faut ajuster là tout de suite, mais c'est warning, comprendre pourquoi. Faut qu'il y ait une raison, sinon peut-être que vous êtes entraîné un jour où il faisait 30 degrés. Je prends un exemple, on est en été. Tu t'es entraîné par 30 degrés, d'un coup la température baisse, tu fais à 15 degrés demain. Peut-être que là, tu vas perdre 5 battements par minute juste parce que ton corps, il est en... Enfin, faut prendre en compte tout ce qui peut arriver. En fait, c'est pas forcément interne, ça peut aussi être des facteurs externes qui vont faire changer ça. Enfin, bref, c'est complexe. Et ça, c'est encore un meilleur exemple que tu donnes parce que très souvent, on se sent pas bien et on voit que la fréquence cardiaque ne monte pas. Je répète, dans 90% des cas, le signe de la fatigue, c'est pas la fréquence cardiaque trop haute. Ça arrive parfois, mais c'est plutôt rare en tant que coach personnellement. Ça m'est pas, je crois que ça m'est arrivé une seule fois, donc autant te dire que c'est pas tous les jours. Très souvent, c'est qu'elle monte pas, mais souvent tu le ressens. Et là, je me souviens, c'était une séance où justement, on avait construit un peu un narratif. T'avais envie d'y aller, t'avais envie de te la donner. C'était la séance thèse, j'étais là pour te motiver. Donc ouais, tu t'étais créé un environnement pour que cette séance, elle passe bien avec une difficulté ressentie plus basse. Mais donc, tu construis ça, c'est plus bas, et la séance est plus dure, ça remonte. Mais donc en fait, c'est très compliqué pour toi d'avoir le signal à ce moment-là, si t'as pas ta fréquence cardiaque, qu'il faut faire attention pour les prochains jours. Parce que toute l'ambiance, l'environnement t'aurait caché le fait que t'étais fatigué. Donc là, c'est encore un meilleur exemple. Et donc, s'il y a des gens qui s'entraînent en club, qui ont l'habitude de s'entraîner avec des gens, ou alors justement sur les séances qui vont être vraiment difficiles, qui ont l'habitude de s'entourer, c'est pas mal d'avoir la fréquence cardiaque sur ces moments-là parce que vous créez un environnement qui facilite l'entraînement. Ce qui est un super subterfuge parce que l'objectif, c'est que l'entraînement soit le plus simple possible, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser no pain, no gain, etc. Mais si je peux faire le même entraînement et progresser de la même manière avec une difficulté moyenne de 7 sur 10 au lieu de 8,5 sur 10, moi je prends le 7 sur 10. Donc autant se faciliter la vie. Donc on l'a dit, la fréquence cardiaque, c'est bien d'avoir un référentiel pour justement savoir un peu où se positionner. Bah voilà, sur une vitesse que je tiens 60 minutes, je me positionne là. Ce qui va nous renseigner par exemple sur l'allure 10 km. Ça veut dire que la fréquence cardiaque va être au-dessus, donc ma vitesse va être ici. Toute une question de référentiel et d'apprendre à se connaître en fait au final. Plus elle baisse, mieux c'est, sauf quand elle baisse pour des raisons autres, mais là du coup les variations sont brusques, et donc là faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce qu'on pourrait parler de séances spécifiques un petit peu? Ouais, on en a parlé un petit peu avec le seuil 60, tous les deux, on a donné nos exemples. En fait, on peut l'utiliser sur les courses aussi. Enfin, typiquement, si je te donne mes 4 derniers marathons où il y a eu un record, la fréquence cardiaque moyenne sur ces marathons à un battement près, c'est la même. Ouais. Et le seul où elle a été plus haute, c'est celui où, spoiler, ça a mal fini. Et c'est pareil sur les semis. En fait, le truc qui est presque frustrant, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu te connais, tu sais exactement ce que tu peux faire et ne pas faire, et ta latitude à bouger autour, elle est au final très, très limitée. Et ça veut pas dire que ça peut pas évoluer, parce que ça, c'est considéré que tu progresses d'une manière où en fait tous tes facteurs limitants ne bougent pas. Peut-être que si je prends mon cas, à un moment, je peux juste avoir un déclic de musculairement, on a trouvé la solution, et d'un coup ton cardio devient limitant, et au lieu de faire un marathon à 161, je peux le faire à 164. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le cas. Et en fait, tant que vous avez pas un moment qui vous dit là je sais que il y a une donne qui a changé dans mon profil, en fait le cœur il est quand même il répond très très bien de manière régulière, il ne bouge pas en fait dans le temps, et enfin en tout cas moi c'est mon expérience, ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Alors sur le jour de la course, je suis d'accord, mais tu pourrais aussi en parler à l'entraînement. Quand tu travailles ton allure de course à l'entraînement, tu peux observer des variations. Typiquement, tu m'as dit t'es à 161 jours de la course.
ça te dérange pas à l'approche de la compétition de faire tes intervalles de course à 163, 164, 165. Oui, parce que ce que tu fais à l'entraînement, déjà t'es dans un état de fatigue plus important, t'es pas encore au niveau de forme du jour de la course, donc en fait, bah oui, tu travailles un petit peu plus fort, et c'est le but. Le but, c'est que t'arrives le jour de la course, ton allure, elle soit plus facile à tenir qu'à l'entraînement, et donc un petit cran en dessous en termes de cardio. Parce que tu as fait tout ce qu'il fallait à l'entraînement avant, tu as fait L'affûtage. l'affûtage, tu t'as récupéré, etc. C'est pour ça que ça m'amène sur une notion d'entraînement qui est intéressante et peut-être que les gens pourront réutiliser de leur côté. Alors, sur campus, tout est en vitesse, donc là, la question ne se pose pas. Mais d'un point de vue méthodologique, ça peut faire du sens de planifier dans un premier temps de la préparation en fonction de la fréquence cardiaque sur ces intervalles spécifiques. Alors, moi, personnellement, je n'en fais que à l'approche de la compétition parce que je pars du principe que plus on s'éloigne, plus on peut avoir le temps pour varier, travailler ses points faibles et adapter l'entraînement à son profil. Mais plus on s'approche de la course, plus on adapte les exigences à la course et non plus à son profil, dans une certaine mesure. Et du coup, on peut vraiment avoir cette différence où dans une première partie, on pourrait le faire au pourcentage de fréquence cardiaque. Et dans une deuxième partie, par contre, là, c'est important de travailler à la vitesse pour justement ancrer un rythme, entrer quelque chose où on prend un référentiel d'allure et on travaille sur ce référentiel-là. Et le fait de le faire à la vitesse fait qu'on s'affranchit des variations de fatigue passagère qui pourraient y aller. Que le but, c'est de s'adapter d'un point de vue mécanique quasiment et pas à la forme du jour. Donc, si jamais vous aimez faire très souvent des séances P, on peut imaginer faire ça. Pareil pour les blocs spécifiques sur les sorties longues. Typiquement, sur un marathon, tout ce qui va être bloc d'allure, on peut le faire sur un fractionné, mais on peut aussi très très bien les retrouver sur les sorties longues. Sur sa sortie longue de 2h30, on va avoir soit, je sais pas, le 2x30, c'est évidemment le classique, mais on peut évidemment avoir un 4x15, 4x20, qu'importe. Et ça peut valoir le coup, loin de la compétition, de mettre ça à la fréquence cardiaque si on le souhaite. Voilà. En gros, à chaque fois qu'il n'y a pas besoin de référentiel sur un bloc actif sur une sortie longue, c'est pas grave d'être à la seconde près. C'est pas là où c'est le plus motivant. Tout à l'heure, je parlais des fractionnés en disant c'est aussi très motivant de se dire bah voilà, il y a 5 ans, je faisais mon 12 x 400 à 4 minutes au kill. Aujourd'hui, je le fais à 3,40 et ma fréquence cardiaque est identique, ce qui est noir sur blanc, une progression. Évidemment, on a très souvent fait des courses entre temps, donc on sait qu'on a progressé. Mais même à l'entraînement, semaine après semaine, c'est un référentiel. Sur des séances où le référentiel, on s'en moque un petit peu, typiquement des blocs actifs sur une sortie longue, le faire au cardio ou même le faire au ressenti. Mais le sujet du jour, c'est le cardio. C'est pas forcément déconnant. Un autre élément où ça peut être intéressant, je trouve, là, je vais parler juste de mon expérience récente. T'es bien placé pour savoir que quand je suis en forme, allure marathon, c'est une droite, il n'y a pas de dérive, on peut faire tout ce qu'on veut, mon cardio ne dérive pas. Là, beaucoup moins en forme. Une petite séance que j'ai fait récemment, c'est juste de voir combien de 1000 mètres je pourrais tenir à mon allure marathon d'octobre avant que ça dérive. Spoiler, la réponse est 6. C'est-à-dire vraiment pas beaucoup par rapport à 42 km. Mais tu vois, en fait, c'est toujours une question de forme aussi. Et en fait, on peut apprendre des trucs hyper intéressants avec... moi, en ce moment, vu que j'ai pas vraiment de plan spécifique, je m'amuse un peu, entre guillemets, à tester des trucs et à me motiver à aller faire des séances. Donc là, j'aurais bien aimé en faire au moins 10. Bon, la réponse est que en ce moment, c'est seulement 6. Et peut-être que j'en ferai 7 la semaine prochaine, 8. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut aller tirer en fait du cardio en complément de la vitesse. Si j'avais uniquement utilisé la vitesse là-dessus, je me serais dit, ok, arbitrairement, je sais pas trop où j'en suis, j'en fais 6 ou 10. Ce qui n'est pas votre cas si vous suivez un plan campus, parce qu'en fait, on vous dit combien en faire. Mais là, moi, je suis dans un entre-deux et du coup, je joue un peu avec ce cardio aussi pour rendre l'entraînement un peu ludique dans cette période. Même si j'ai une course qui arrive dans quelques jours, je l'ai préparé de cette manière. L'entraînement ludique, course non ludique. Mais sur ce qu'on disait sur la notion de dérive, c'est intéressant parce que plus tu accélères, plus ça va dériver à la fin, et puis jusqu'à ce que ça dérive dès le départ, et puis jusqu'à ce que ça dérive plus parce que tu atteins un FC max. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle ça dérive à 6 km. Et puis mon allure marathon. C'est ton allure marathon, justement. Donc ça serait intéressant de savoir quand tu es en forme, quelle est l'allure à laquelle tu commences à dériver à 6 km. Ce qui devrait être 6 km, peut-être ton allure. 15 km peut-être. Quelque chose comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Vous n'aurez pas la réponse. Personne ne l'aura jamais.
Ok, on a parlé de la fréquence cardiaque sur les fractionnés, mais de façon globale, et même nous on le donne très souvent, c'est pour le coup sur les endurances fondamentales, regarder SAFC sur l'endurance fondamentale. C'est là où ça me sert le plus. Ouais. Comment est-ce que toi tu l'utilises sur ce genre de séance? Bon, pour moi, c'est principalement une barrière, en fait. Selon. Alors là, il y a plusieurs types de F que je peux faire. Celle où tu es en forme, enfin, t'es pas fatigué et où du coup tu te dis, bon, je fais une EF où je vais un peu au maximum de la zone, même si la frontière est pas aussi arbitraire que le 75%, mais Mhm. je sais que mon 75% c'est environ 140. Bah, du coup, je me dis, ok, aujourd'hui, on passe pas au-dessus de 140. Si j'ai envie de jouer un petit peu, mais attention, jouer, on va pas aller très loin. Je sais que là, j'ai envie d'être un peu actif. Je vais peut-être me mettre ma limite à 78. Rester quand même assez proche, mais aller un peu au-dessus. Est-ce que tu veux faire 150? Ouais, À 148. Mais peine. bon, Ok. bref, on chipote, mais c'est ça. Et après, il peut y avoir des sorties où je me dis, hey, aujourd'hui, c'est vraiment tranquille. Je sais que je suis parti pour ça. On peut vite dériver quand on est parti et qu'on est content et machin, mais si t'es en lendemain de fractionné ou juste t'as envie d'y aller tranquille parce que t'as pas envie de te fatiguer pour ta journée, par exemple, bah là, je me mets plutôt une barrière à 130 BPM en mode, je sais que je suis capable de le tenir, ça va être lent, ça va être calme et je veux pas sortir de ça. Donc en fait, en fonction de ce que j'ai envie de faire le jour J, et puis des fois, c'est juste, je décide pendant et il n'y a pas de règle en fait. Le F, c'est quand même ce qui te permet de faire le plus. Tu peux la faire varier en fait. Le F, c'est pas un truc rigide, on peut jouer avec et c'est pas, on n'est pas enfermé dans son EF quoi. Oui, mais surtout si tu gardes en tête un peu les euh, j'ai bouc émissaire en tête, c'est pas bouc émissaire. Ça n'a rien à voir, vous allez voir. Bref, des limites qui font que tu vas pas dans le mur, mais qui sont réussir à faire ces fractionnés en parallèle quand tu es dans une logique de progression et ne pas se blesser ni physiquement ni mentalement. C'est-à-dire, bah, pas de blessure physique et pas de surmenage. En gros, c'est les garde-fous. Ouais. Entre garde-fou et bouc émissaire, aucun rapport, mais sachez que dans ma tête, c'est rangé juste à côté. Et avant que tu nous parles des facteurs de l'EF, parce qu'il y en a un que j'ai cité qui peut être frustrant pour d'autres, parce que là j'ai dit oui, alors moi je vais descendre là à 130. En gros, je peux faire un peu ce que je veux avec ma zone de F. Je peux aller à 120 jusqu'à 150 parce que j'ai développé une endurance pendant très longtemps et que maintenant, si je vais courir avec un groupe, oui, mon EF elle sera à 120, il n'y a pas de problème, je peux le Mhm. faire. Certains vont pouvoir dire, mais moi j'arrive pas à descendre en dessous d'eux. Et du coup, le 75%, déjà, c'est ma limite de j'arrive pas à descendre en dessous. Oui, c'est possible si vous débutez, parce que dans tous les cas, le cardio, ça prend longtemps à se développer. Et c'est aussi quelque chose à développer en termes de feeling, de sensation. Et en fait, on peut être bloqué à pas réussir à aller en dessous juste parce qu'on n'a pas la méthode pour raccourcir sa foulée et être vraiment dans un mode qui nous semble peut-être trop lent, mais qui ne l'est pas. Exact. Et c'est pour ça que j'ai été coquin sur la petite, le petit questionnaire que tu m'as mis au tout début. Je reprends la question. Est-ce que certaines personnes peuvent courir leur endurance fondamentale à 85% parce que ils ont le cœur qui monte trop vite? En réalité, moi, sur quelqu'un qui va, alors soit qui va débuter, soit qui va avoir une F relativement lente ou qui a pas l'habitude de courir en F, mais il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être le cas. La façon dont ces gens-là vont retranscrire le fait qu'ils n'arrivent pas à tenir leur EF, c'est parce que mon cœur monte trop vite. Mais la réalité, c'est pas exactement ça. C'est juste parce qu'ils courent trop vite leur endurance fondamentale. Tu vois. Et alors pourquoi est-ce que ça me dérange pas? Parce que il faut tourner un tout petit peu la perspective dans un autre sens. C'est que 75% de fréquence cardiaque maximale, moi j'aime bien le promouvoir parce que c'est un peu la valeur refuge, la valeur centrale qui va regrouper un peu tout le monde et qui nous assure que c'est assez lent. L'important, c'est la quête. Si jamais vous débutez et que pour vous 75%, ça reste inaccessible, c'est pas bien grave. En revanche, ce qui est grave, c'est si vous enfin, justement, c'est de jeter l'éponge. Ce qui est grave, c'est de dire, non, mon cœur monte trop vite, je suis exceptionnel, je rentre pas dans le moule et donc je vais en faire qu'à ma sauce. Non. Ça me dérange pas si vous vous dites, OK, je vais faire en sorte de faire du mieux que je peux et je vais faire en sorte de courir le plus lentement possible avec ma capacité du jour. Et bon an, mal an, au fur et à mesure, vous allez trouver des stratégies. Tout à l'heure, tu as parlé de diminuer ta longueur de pas, augmenter ta fréquence, plein de petits trucs qui font qu'on va réussir à ralentir sans que ça nous paraisse anormal. Et d'un autre côté, bah, vous allez progresser. Donc en fait, les deux se rejoignant, il y a un moment où vous allez être à 75%
et vous allez être capable de courir à 75% de fréquence cardiaque maximale tout en étant bien et que ça paraisse pas anormal. Et là, vous allez remplir une mission et vous allez avoir réussi. Puis là, t'as quand même pris volontairement un petit peu un extrême quand on disait est-ce qu'on peut courir en EF à 85%? Oui. En fait, entre 75 et 85%, il y a quand même une grosse fourchette. Et du coup, pour certains, en fait, ils sont là en mode ah, j'arrive pas à être à 75, mais ils sont à 78, 79, 80. Et en fait, 80%, 75%, on est typiquement dans la zone où en fait, le F, on peut la placer d'un côté un peu ou de l'autre un petit peu si on veut. Notre point de vue, c'est plutôt d'essayer d'être dans le 75 parce qu'on prend un peu plus de marge et on est plus safe. Mais à 80, t'es pas dans un autre monde, en fait, dans tous les cas. De façon globale, je pense qu'on peut donner cette règle-là. C'est pas forcément une notion de débutant, quand bien même ça peut être lié, mais plus votre web va être lente, plus vous allez vouloir tendanciellement être au-dessus de 75%. Donc là, il va falloir être dans une quête d'être le plus bas possible. Plus vous allez avoir un niveau de condition physique élevé, plus vous allez être rapide. Plus, là, pour le coup, 75% de fréquence cardiaque maximale, ça va commencer à être élevé. Je pense qu'en fin de préparation, tu cours plus beaucoup de tes EF à 75 ou 78%. Jamais. Enfin, non, mais quasiment jamais parce que l'impact, en fait, le 75% est un indicateur qui veut tout et rien dire selon le niveau de forme. Moi, quand je suis en méga forme, si je fais toutes mes EF à 75%, je vais le sentir ça va me tabasser les jambes en fait parce que juste, oui, mon cardio, il est dans une forme olympique, cool, mais il prend pas les impacts lui en fait au sol. Donc en fait, courir plus lentement, mais vraiment plus lentement, ça va permettre de moins taper sur les jambes, quoi. Donc et alors pour autant, sur une semaine, souvent c'est des niveaux de condition physique où on a quand même plusieurs EF dans la semaine. Oui. 2, voire 3, voire 4 ou plus. Et ça reste, de mon point de vue, quand même intéressant, au moins sur une, d'en avoir une où il faut quand même essayer d'aller coller si jamais ça ne nous blesse pas et ça ne nous empêche pas de valider nos fractionnés, encore une fois, les garde-fous. Je donnerais bien un exemple personnel, mais j'hésite à le donner parce que ça peut être c'est un exemple personnel et du coup potentiellement un mauvais exemple. Dans ma prépa marathon, enfin moi ce que j'ai toujours fait sur les dernières prépas, c'est essayer de me limiter sur les EF de la semaine. Par contre, sur la sortie longue, d'être en haut de ma fourchette de F parce que je sais en plus que je vais aller travailler sur ma limite mécanique, sur le long. Et en fait, le début de la sortie longue qui est en EF, c'est un peu déjà une pré-fatigue. Et là, j'ai pas de problème à aller mettre un peu plus d'intensité pour commencer à fatiguer un peu les jambes. Et quand j'arrive sur mon allure marathon, être déjà... ça joue pas de beaucoup, hein, mais je me dis que peut-être que ça participe. À la fois, on pourrait dire que c'est une double peine, mais à la fois, c'est aussi, quand on arrive dans ces niveaux de performance et ces niveaux de préparation, c'est pas plus mal en fait parfois d'aller vers la double peine parce que ce que tu veux, c'est stresser ton corps dans le temps long pour justement le pousser à dériver, pour lui permettre de mettre en place des mécanismes qui vont l'empêcher de dériver le jour J. Donc ça me va très très bien. Et puis encore une fois, le garde-fou, si la semaine suivante, ça t'empêche pas de faire tes fractionnés, oui, c'est qu'on est bon. Mais bon, dans tous les cas, vous vous rendez bien compte que c'est individuel, c'est basé sur l'expérience, c'est aussi du test de comment je sens que je peux... Et on reste toujours autour du 75%. Il n'y a pas de « Ah ouais, j'ai fait mes EF à 85 ou à 55 ». Compliqué. Enfin bref, on reste toujours dans la même zone dans tout ce qu'on dit. Dans tous les cas, c'est des petits détails qu'on fait bouger. Et à quoi est dû ces détails? Tu l'as dit à plein de petites reprises, tu as donné les éléments qui, toi, te permettaient de savoir comment t'allais gérer. Et justement, personnellement, j'ai vulgarisé ça en disant que l'endurance fondamentale dépend de 5 facteurs qui sont le physiologique, donc à quel point est-ce que votre corps va fonctionner à haut volume, on va dire. Et donc là, c'est typiquement lié à la fréquence cardiaque. Ensuite, il y a l'aspect mécanique. Là, c'est l'une des raisons principales pour laquelle plus un coureur court vite et est performant, plus il va avoir tendance à courir lentement ses endurances fondamentales. Parce que même toi, courir toutes tes EF à 4 minutes au kilomètre, mécaniquement, c'est prenant. Et puis c'est prenant, mais c'est pas le même côté mécanique que tu pourrais retrouver sur ton marathon. Parce que tu pourrais faire d'une pierre deux coups. Mais là, c'est juste mécanique, en mode je vais me blesser. Mes tendons commencent à s'inflammer, je commence à avoir mal. Et c'est pas la douleur musculaire qui t'aurait limité. Sachant qu'en prépa marathon, quand tu accumules les kilomètres, tu sais en te levant que c'est tes tendons qui te disent fais gaffe mon gars, parce que je sais pas ce que tu fais là, mais donc du coup
en vrai, t'as pas envie de courir vite tes EF parce que tu marches déjà comme ça et t'es juste en mode survie. Je tire le trait, hein, mais c'est quand même un petit peu ça. Tu joues avec la limite de ton volume et bah, joue pas trop parce que sinon, à un moment, ça va. C'est ça, Ça va sinon on brûler. perd. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est l'aspect neuro. Donc là, là, c'est vraiment là où le stress va venir impacter. Parce que si le but, c'est de faire une sortie facile, si vous avez une journée exécrable au travail, bah, en fait, vous n'allez pas vouloir faire le truc au rupteur. Donc même quand on est très stressé, c'est là où on va vouloir ralentir pour vraiment pouvoir profiter. Alors parfois, il y en a qui veulent aller à fond pour se défouler, mais dans l'idée, quand on veut faire un truc simple et qu'on est stressé, qu'on est déjà à bout neurologiquement, on ralentit encore plus. Alors là, c'est vraiment une petite astuce un petit peu perso là-dessus. Quand tu te dis, je vais me défouler, machin. Perso, ce que je me dis maintenant, c'est je reste en EF parce qu'en fait, aller faire une séance pour se défouler quand t'es déjà cramé, bof. Par contre, aller faire quelques petites lignes droites pour aller dérouler, mais sur 10 secondes, ça, c'est pas déconnant parce que ça active un petit peu le système nerveux, mais vraiment genre par petites touches. Et le reste du temps, vous êtes plutôt dans quelque chose de calme. Et ça peut être un bon équilibre. Parce que des fois, quand t'es fatigué et que nerveusement t'es comme ça, en fait, ne rien faire du tout, bah, tu t'enfermes dans cette Mollesse. Ouais, je sais pas quel est le mot pour ça, mais vous avez compris. Ok. Et après, les deux autres, elles nous intéressent un tout petit peu moins, mais c'est la limite calorique ou énergétique. Calorique, ça existe peu en course à pied, mais c'est le fait de dire que c'est compliqué de combler ses apports, beaucoup plus présent en cyclisme. Et énergétique, c'est juste que même si on est en endurance fondamentale, on consomme quand même beaucoup de glucides. Et les glucides, c'est ce qui nous sert sur les séances intenses. Donc si on les crame tous sur nos séances faciles, c'est dommage. Donc voilà tout ce qui peut faire varier. Donc voilà, 75%, c'est le phare du port, qui habite au Havre. Et on essaie de contourner autour et d'avoir des missions vis-à-vis de ça en fonction de là où on se positionne. Pour continuer, parce que mine de rien, le temps avance. Tout à l'heure, on a parlé de fréquence cardiaque de course, où justement tu parlais que vis-à-vis de l'entraînement spécifique, ça nous permettait de nous positionner et que toi, tu sais que typiquement sur un marathon, tu vas être à peu près telle fréquence cardiaque. Est-ce que tu peux juste nous rappeler très brièvement un peu le triptyque vitesse, fréquence et sensation pour bien réaliser une course et comment est-ce que la fréquence cardiaque s'insère dans ce triptyque-là? Bah, vous le savez, on l'a dit sur l'entraînement et c'est pareil sur le jour de course. Nous, on croit à la vitesse. On s'entraîne sur une certaine vitesse, on habitue son corps à ça, on la valide par des séances tests. En gros, on sait que c'est l'allure qu'on est censé pouvoir tenir le jour de la course. Censé est le mot important là-dedans. C'est pas une science exacte, le corps. C'est pas parce qu'on s'est préparé et que tout est bon pour que ça fasse ça le jour J que c'est exactement ce qui va se passer. Pour tout un tas de raisons, internes, externes, il y a de la variation. De toute façon, si on savait exactement ce qui se passait, il y aurait plus de challenge à faire des courses. Donc, la vitesse, c'est l'élément de base. Et après, on a deux éléments qui vont permettre d'ajuster un peu ça à ce qui se passe le jour J. La fréquence cardiaque en est un. Je vous ai dit tout à l'heure, en faisant attention parce qu'il y a plein d'éléments que vous n'avez pas à l'entraînement qui vont pouvoir la faire varier le jour J, notamment l'excitation en fait qui est énorme. Et j'aime bien coupler en fait. Moi, c'est fréquence cardiaque, je la regarde et je la couple à comment je me sens. En fait, ce qu'on fait à l'entraînement dans les séances spécifiques allure de course, ce qu'il faut, c'est retenir les sensations qu'on a à une allure et se dire, ok, c'est ça le feeling que j'ai. Et normalement, quand on arrive le jour de course, ça doit être soit ce feeling-là, soit normalement en début de course, plus facile, voire beaucoup plus facile parce qu'on est reposé. Et en fait, tous ces indicateurs doivent vous emmener vers ce qui est cohérent. La vitesse, je ne dépasse pas la vitesse. Je ne vais pas plus vite que la vitesse qui est prévue. La FC et le RPE, ça permet d'ajuster plutôt dans l'autre sens, de dire oula, c'est marrant, ma fréquence cardiaque est un peu trop haute, mon ressenti il est pas ouf, peut-être que je vais être un peu plus sécuritaire aujourd'hui, prendre 4-5 secondes au kilomètre de marge et voir comment ça évolue ensuite. Ou à l'inverse, on est au 15e kilomètre d'un semi, on prend toujours le marathon comme exemple, mais on est au 15e kilomètre d'un semi, on se dit ça va super bien, je me sens bien, ma FC elle dérive pas. Bon, bah là, je m'autorise à prendre quelques kilomètres heure, non, quelques secondes au kilomètre de vitesse en plus pour voir si j'arrive à aller plus vite que ce que j'avais prévu. Parfait. Je vais donner un exemple pour échanger. D'habitude, c'est toi qui donnes les exemples de ta pratique. On fait l'inverse cette fois-ci. Mais là, comme je ressors d'un format Ironman,
je n'avais pas fait depuis 2022. Bah, c'était intéressant de voir justement ce triptyque où je suis habitué à des valeurs de fréquence cardiaque sur ma course. Mais là, j'arrive. Alors, la durée de course n'est pas tout à fait la même, puisque avant c'était 9-10 heures, là c'était un peu plus de 13. Mais quand on arrive dans ces durées de course, il n'y a pas beaucoup de BPM d'écart. Et j'arrive avec une préparation plus légère qu'à l'accoutumée. C'est comme si demain tu faisais un marathon, mais au lieu de t'entraîner 150 km, tu le faisais avec une prépa à 60-70 km. Bah, c'était amusant de voir que d'un point de vue fréquence cardiaque, j'arrive évidemment pas à monter au même niveau, à la même fréquence que ce dont j'avais l'habitude. Mais en essayant, je me suis vite aperçu que les sensations étaient totalement décorrélées de ce à quoi j'avais l'habitude. Et je me dis, bah, même si en théorie, je serais censé tenir cette fréquence cardiaque-là, pas avec mon niveau de condition physique aujourd'hui. Ouais. Donc c'était amusant de justement dire, ok, je sais c'est quoi la limite maximale. Alors peut-être que ça m'a empêché de partir en mode YOLO et de faire les 10 premiers kilomètres à fond. Donc j'avais le plafond, mais la sensation est venue par-dessus en me disant, ah, même le plafond, c'est trop haut, tu vas pas tenir. Et donc j'ai ralenti d'une petite étape. Ouais, enfin bref, ce qu'il faut faire un jour de course, c'est on a une valeur de base de vitesse, on se fie dessus, mais on utilise sa FC et ses sensations pour ajuster, mais de pas beaucoup, hein, mais le pas beaucoup, il fait souvent la différence et vaut mieux être conservateur jusqu'à ce qu'on soit dans le dernier quart de course où on peut commencer à se dire, mais souvent il reste malheureusement plus grand chose. On y croit jusqu'à ce qu'on y arrive et on se dit bah, je vais essayer de pas ralentir, ça sera déjà bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser que typiquement, la fréquence cardiaque et les sensations prennent le relais quand on commence à arriver sur des terrains vallonnés. Typiquement, même en fractionné, c'est possible qu'il y ait une personne qui a une boucle et puis sur sa boucle, elle a une côte à un moment ou un faux plat un peu long. Bah, le but, c'est pas particulièrement de tenir sa vitesse tout le temps, c'est aussi de savoir la réguler pour faire en sorte de lisser son effort. Et donc là, à partir du moment où ça commence à monter, on est sur du 3%, du 4%, et la vitesse ne veut plus rien dire, bah là, la fréquence cardiaque et le ressenti sont des très bons substituts pour justement réussir à se positionner. Et ça vaut le coup, donc je l'ai dit, en course et sur les fractionnés. Idem si vous avez du vent par exemple sur votre course, vraiment un gros vent, bon bah là votre vitesse ça va être un peu plus compliqué à juger et du coup votre fréquence cardiaque peut servir à ajuster ça et à accepter de ralentir quand il y a le vent de face en se disant bon là j'ai pris 5 BPM, c'est que je pousse un peu trop fort et à peut-être accélérer un peu dans le vent de dos, mais spoiler, vous allez quand même perdre du temps s'il y a du vent, acceptez-le, c'est comme ça. Parole de personnes qui habitent au bord de la mer. Hein, Oui, qui a fait une course à Amsterdam. C'était bien le long de l'Amstel? Pas trop de vent? Franchement, ça va. Ok. Il y a de la chance. Mon petit Nico, j'ai envie de finir avec une petite gourmandise pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là. C'est juste parler de deux variables qui sont peu utilisées par les amateurs, même si la variation de la fréquence cardiaque est de plus en plus utilisée parce que de plus en plus fréquente sur les montres. Mais ça serait dommage de ne pas parler de fréquence cardiaque sans parler de ces deux dernières notions. On va essayer de faire bref, on va essayer de faire explicite pour les gens qui courent et qui nous écoutent. Vous en live, si vous êtes assis, normalement, ça devrait le faire. Le premier, c'est la variation de la fréquence cardiaque. Donc, normalement, si vous avez une montre un peu dernière génération, on va dire dans les 3 dernières années, vous allez réussir à la voir. Qu'est-ce que c'est la variation de la fréquence cardiaque? C'est, imaginons, on est à 60 battements par minute. Chaque battement est pas séparé de pile une seconde. Il va y avoir des légères variations à la moyenne qui font qu'en moyenne, on en a 60, mais il y en a qui vont être séparés de 1 seconde et 1 dixième, et puis d'autres qui vont être à 9 dixièmes. Bref, donc, et c'est cette variation à la moyenne qui donne la variation de fréquence cardiaque. Donc ça, c'est la théorie. L'idée, c'est de dire plus il y a de la variation, plus ça veut dire qu'on a un système nerveux qui est en santé, qui est capable de réagir, d'accélérer, de ralentir, et qui s'auto-régule très très bien. Plus elle est basse, plus ça veut dire que potentiellement notre système nerveux sympathique en particulier commence à fatiguer un tout petit peu. Il est plus capable de créer ces variations-là et donc de se répondre. Et c'est un peu comme quand t'es fatigué. Quand t'es fatigué, t'es en mode on est un peu loin, je vais peut-être rester sur cette chaîne. Bah, c'est exactement la même chose. Oh, cet exemple. ça te parle. Donc voilà, encore une fois, les différences sont intra-individu et pas inter-individu, donc on se compare par rapport à soi-même et on ne se compare pas par rapport aux autres. Le problème, c'est que à partir du moment où on commence à écouter des gens qui sont experts de ce domaine, moi typiquement, j'avais assisté à une conférence de Sylvain Fréville, mais
Il y a un autre expert en France dont j'ai perdu le prénom. J'ai Tu pas son l'auras nom, pas mais non plus. dans tous les cas, ils sont tous d'accord sur le principe que C'est que la variation de fréquence cardiaque ne se mesure que d'une seule manière, et c'est un protocole de 2 fois 5 minutes avec une ceinture cardiaque, 5 minutes allongées au récup après être allé aux toilettes et 5 minutes debout. spoiler, c'est chiant. Donc c'est chiant, c'est pénible, c'est très compliqué à mettre en place et c'est très loin du protocole qui est pris dans votre montre où en fait ce n'est qu'une variable de la variation de la fréquence cardiaque qui en fait ne donne pas tant de choses que ça. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, Whoop, Oura, même HRV for Trainer, en fait... Puis la montre, en fait, vous avez ça dans votre Coros, dans votre Garmin, dans toutes les montres aujourd'hui, c'est devenu standard, mais c'est la même, c'est tout dans le même sac, hein, grosso modo. Donc en fait, et alors, là, vous allez me dire, et par exemple toi tu vas me dire, oui mais je comprends pas, parce que quand ça va pas, en effet ma montre elle me dit que ça va pas. Et ben alors je n'ai pas de preuves, mais je les soupçonne d'indexer leur algorithme principalement sur la fréquence cardiaque de repos. Parce qu'en fait, on l'a dit juste avant, suivre sa fréquence. Bah, vous allez faire le test, suivez votre fréquence cardiaque de repos, suivez ce que vous dit votre montre, votre Whoop, ce que vous voulez. Vous allez voir qu'en fait, la corrélation est quasiment parfaite. Donc en fait, la variation de fréquence cardiaque n'apporte rien de par la façon dont elle est testée. Donc à ce moment-là, juste prenez votre fréquence cardiaque de repos et ça suffira. De toute manière, enfin, il y a 3 indicateurs qui sont utilisés pour ça. Le sommeil, que la majeure partie des devices, je pense, analysent aussi un peu le sommeil. La fréquence cardiaque de repos et la VFC. Moi, je suis assez convaincu aussi que vu qu'on sait que la fréquence cardiaque de repos, assez facile à mesurer, donc très fiable. Très reproductible. La variation de fréquence cardiaque... moins fiable. Discutable. Ouais. Donc c'est utilisé, mais c'est pas... Après, il y a un intérêt pour moi à suivre les datas sur le long terme et à pouvoir comparer aussi un petit peu, un peu pareil. Mais je suis d'accord que si tu observes les choses, juste regarder la fréquence cardiaque de repos en dit déjà largement assez pour la majeure partie des gens. Il y a moins de questions à se poser. C'est un indicateur qui est simple à suivre et restons basés sur un... Vaut mieux suivre quelque chose de simple que d'aller dans trop de data et de détailler ensuite. Parce que la variation de fréquence cardiaque, alors là c'est ce que je dis, c'est la façon dont elle nous est proposée aujourd'hui qui est pas pertinente, mais en soi c'est une donnée extrêmement pertinente quand elle est bien mesurée, bien analysée, parce que l'analyse elle est horrible. Il y a des graphiques, il faut regarder comment est-ce que ça passe de l'un à l'autre, comment est-ce que les vases seront, enfin bref, ça demande une vraie expertise. Et pour l'instant, en tout cas, les devices que l'on a ne nous permettent pas d'avoir cet insight-là. Donc, je pense que c'est beaucoup de marketing pour le moment réalisé sur le dos d'une donnée physiologique qui a une vraie pertinence. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des athlètes de haut niveau qui l'utilisent et qui sont suivis par des gens spécialisés dans ça et qui ont bien raison de le faire parce que ça a des insights extrêmement pertinents. Comme on l'a dit tout à l'heure, si du jour au lendemain sur mon C60 je perds 10 battements par minute, c'est pas bon signe, ça veut pas dire que j'ai progressé. Bah là c'est un peu la même chose grâce à ça. Et ça nous permet de prendre de l'avance sur l'entraînement. Mais c'est extrêmement chronophage et ça demande du recul. Je voulais rajouter quelque chose avant que j'aille sur la deuxième. Là, normalement la fréquence cardiaque de la VFC, tout le monde en a entendu parler. Là je vais dans un truc encore plus obscur, c'est le fond de l'iceberg. Personne n'en a entendu parler. Ouais, ça s'appelle le DFA alpha 1. L'idée, c'est de dire, une fois qu'on a compris ce qu'est la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est de l'appliquer dans l'entraînement. Et donc, alors aujourd'hui, il n'y a aucun device qui le fait nativement, donc il faut télécharger des scripts pour réussir à le faire. Mais c'est de dire que la variabilité de votre fréquence cardiaque lors d'un effort peut vous renseigner sur à quel point est-ce que votre système nerveux sympathique et parasympathique sont respectivement activés. Donc ça peut être vachement intéressant parce que si notre but c'est d'économiser notre système nerveux sympathique ou alors de le suractiver, ça peut donner des indices. Ou alors si le but de l'endurance fondamentale c'est de préserver son système nerveux actif, autonome le plus possible, ça nous permettrait d'avoir une donnée. Bon, vous l'aurez entendu peut-être ici en premier, DFA alpha 1, de fait une variabilité de fou furieux, de fait extrêmement difficile à utiliser. Encore pire que la VFC. Exact. Et des écarts à la moyenne qui sont gigantesques et qui le rendent aujourd'hui inutilisable. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que
ces pistes de réflexion, parce que les gens qui cherchent dessus et qui le mettent en application dans l'entraînement de leurs athlètes, etc., bah, quelque part, ils font aussi avancer la science. Donc, même si c'est pas encore tout à fait pertinent, ils ont bien raison de le faire et d'essayer, parce que s'ils le faisaient pas, personne ne le ferait. Et l'idée, c'est de dire, bah, en effet, il y a un stress nerveux à l'entraînement, et plus on va augmenter l'intensité, plus on va augmenter ce stress nerveux et principalement sympathique. En gros, le système nerveux qui nous active, mais qui est aussi celui qui fatigue le plus quand on est stressé. Et donc, si on le surfatigue sur nos endurances fondamentales, on se tire une balle dans le pied quand il va falloir être actif, genre sur nos fractionnés ou sur nos jours de course. Donc, d'où l'importance d'utiliser la fréquence cardiaque sur ces séances-là. Curieux d'avoir eu cette mesure-là sur mes petites séances que je n'ai jamais faites pendant la dernière prépa marathon. Un avis personnel. J'aimerais bien. En fait, des fois, tu sais consciemment ce qui se passe dans ton corps. T'aimerais pouvoir avoir des mesures qui le posent et qui le mettent sur une échelle aussi, parce que ton feeling est là, je sens que ça va pas. Et si t'as une échelle que t'es capable de dire à quel point, bah, c'est là où tu peux ajuster la suite aussi. Enfin bref, on va loin, mais bref, c'est des trucs d'athlètes de haut niveau. Ça nous intéresse, on n'en est pas, donc on le fait pas au quotidien, Voilà. tout simplement. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur tout ça ? Bah, à part que c'est très intéressant et que tu me donnes envie d'aller mesurer des trucs, c'est une mauvaise idée que j'aille m'y intéresser. Peut-être que le HRV va percer dans le domaine entrepreneurial, où ça va permettre aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs de se rendre compte de leur charge de travail et d'adapter leur charge de travail à leur stress. Peut-être que ce sera plus utilisé dans le monde entrepreneurial que dans le monde sportif. Un guess ici. Si j'ai raison, je demande à ce que le crédit me soit reversé. Je suis assez convaincu. Bon, si on reste sur notre sujet course à pied, on arrive à la fin. Si tu devais résumer un petit peu pour toi, quels sont les 5 plus gros pièges sur la fréquence cardiaque dont les gens doivent se souvenir à la suite de cette discussion? On va vous interroger dans le futur, vous devez les ressortir. Non, je blague, vous pouvez juste réécouter ce podcast dans 6 mois, dans 1 an, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de matière intéressante aujourd'hui. Alors pour moi, les 5 erreurs principales. La première, ça va être que une fréquence cardiaque plus basse au repos, c'est pas systématiquement bon signe. Je le répète ici pour la conclusion, mais c'est lié à la condition physique jusqu'au moment où ça peut être lié à une maladie ou à une surfatigue. Voilà, si jamais vous voyez que du jour au lendemain, elle diminue de 3-4 battements ou qu'elle augmente de 10, c'est pas bon signe. Deuxièmement, la fréquence cardiaque, sur le même thème. Deuxièmement, la fréquence cardiaque plus basse sur un intervalle, ou enfin plutôt sur une vitesse donnée, est pas forcément bon signe non plus, parce que si ça se fait sur 2 ans, en 2022, je courais à 4 minutes au kilomètre et j'avais une fréquence cardiaque de 160, et en 2024, je cours à 4 minutes au kilomètre, j'ai 150, j'ai progressé, très cool. Si le 14 juillet, je cours à 4 minutes au kilomètre et je suis à 160, et le 15 juillet, je cours à 4 minutes au kilomètre, je suis à 140, c'est pas bon signe. Une fréquence cardiaque sur le court terme qui diminue drastiquement sur un intervalle intense, ça veut simplement dire que vous êtes fatigué, qu'il faut vous reposer. Donc vous dites pas, punaise, j'ai débloqué un truc, ah là, j'ai passé une étape, j'ai franchi un seuil. Non. En 24 heures. Non. Ça fait une belle vidéo YouTube par contre. J'ai progressé de ça en 24 heures. Même en une semaine, même en 2, c'est beaucoup trop court. Les processus physiologiques, hélas pour nous, mettent un peu plus de temps que ça à se mettre en place. Le troisième, c'est que la variabilité de la fréquence cardiaque telle qu'elle nous est vendue par certaines marques est une arnaque, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec le HRV tel qu'il est mesuré dans des endroits professionnels avec des gens compétents, mais est beaucoup plus lié à la variabilité de la qualité de son sommeil, tu l'as dit, et de la fréquence cardiaque de repos, ce qui devraient être 2 indicateurs qu'on regarde et dont on n'a pas besoin de payer des centaines d'euros tous les ans pour avoir ce suivi-là en parallèle de son ressenti. Quatrième erreur, la fréquence cardiaque maximale, ça se teste. On a commencé par là, mais 220 moins l'âge, c'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est plus ou moins 10-15 battements par minute, donc ça nous laisse une sacrée fourchette. Moi, je vous le dis, sur le script, il y a écrit « c'est poubelle », tout simplement. C'est poubelle, et puis voilà, on est en 2025, donc maintenant il est temps de se mettre à jour. C'est pour ça qu'on le répète, parce qu'il y a des gens qui sont pas encore au courant, peut-être qu'ils l'entendent la première fois ici, donc maintenant vous le savez, vous pouvez répondre la bonne parole. Et enfin, le dernier, 5e petite erreur, si je devais les résumer en conclusion, c'est d'utiliser la fréquence cardiaque comme indicateur principal de l'entraînement. On l'aura compris tout au long de ce live, il y a plein de raisons d'utiliser la fréquence cardiaque en second indicateur, en feedback secondaire,
mais guider principalement l'entraînement vis-à-vis de ça, déjà de 1, et c'est peut-être le principal, je trouve que c'est très peu motivant. Mais aussi, il y a trop de variations vis-à-vis des états de forme. Et parfois, l'entraînement n'est pas censé systématiquement suivre les variations de forme. Parfois, il faut pas aller plus vite quand on est très en forme et il faut pas ralentir quand on est un peu fatigué. Donc, toutes ces raisons font que l'AFC, en critère principal, est pour moi trop limitant pour un entraînement optimal. Ça fait quand même un long podcast pour un sujet où certains retiennent non, ils ont dit qu'on s'entraînait pas à la fréquence cardiaque. Vous aurez compris que c'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de nuances que ça. On adore la fréquence cardiaque, c'est juste faut faire attention à ce qu'on en fait. Et la vitesse, c'est bête, c'est méchant, ça marche et c'est le meilleur indicateur pour suivre sa progression au global. C'est ça. En fait, ouais, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui nous reprochent de dire oh, avec Campus, ils essayent de vendre. Non, je pense pas. Je pense Ok. que juste, vu que nous, on est à la vitesse, le raccourci est vite fait de ok. il n'y a pas de fréquence cardiaque chez eux, ils ont décidé que c'était nul. Hmm. C'est faux. C'est juste, il y a trop de biais pour que ça soit utilisé de manière simple, à grande échelle pour tout le monde, sans que ça parte dans tous les sens. Ouais, c'est que pour les gens qui veulent faire simple, la vitesse, c'est le plus simple. Et pour les gens qui veulent le faire compliqué, c'est mieux d'utiliser la fréquence cardiaque dans un second temps avec tout ce qu'on a expliqué. C'est ça. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Je pense que vous nous le direz en commentaire de la vidéo. On peut pas vous répondre en live aujourd'hui, mais ça nous intéresse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode qui était quand même très dense. On vous répondra dans le chat, on vous répondra en commentaire. Je pense qu'on peut même répondre sur Spotify. Je crois qu'il y a des petits commentaires pour ceux qui veulent. Apple Podcast, j'ai jamais mis les pieds. Peut-être que c'est le cas aussi. En tout cas, Nico, je te remercie. Tu l'as dit au moment où ce podcast sort. Tu es actuellement au Canada, donc je te passe je prenne mon accent québécois. Le au revoir, ça ira, je pense. Outre-Atlantique. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut Nico, salut tout le monde.